Le tissu social est ce lien de communauté et de solidarité essentiel au vivre ensemble, prenant en compte du bien-être et de l'épanouissement des citoyens de tous horizons. C'est justement pour en discuter que je rencontre cette semaine Diane et Valérie, deux femmes très impliquées dans leur milieu, afin que chaque personne ait une juste place dans la société. Bienvenue à Un monde en marche. Donc, nous voici à Warwick. Je suis en compagnie de Diane Lefort. Diane, tu es la directrice générale du centre d'entraide Contact à Warwick. Oui. Peux-tu nous expliquer un peu en quoi ça consiste, ce centre-là? Bien, le centre d'entraide, ça a commencé par une simple friperie, mais en 2013, quand je suis arrivée, le mandat était très large. Fait qu'on a dit toutes les barrières d'accessibilité, tous les services qu'on n'a pas accès parce qu'on est quand même un petit peu en périphérique de Victo. On s'est dit, on va les créer, on va les mettre sur place. Fait qu'il y a une banque alimentaire, il y a un groupe de soutien aux dépendances, il y a une distribution, il y a des paniers de Noël. On a tout l'impôt, les prêts orthopédiques, le fonds scolaire pour les jeunes, les boîtes à lunch pour les jeunes. On a tous les services bio-psychosociaux qu'un être humain peut avoir besoin en temps de crise, mettons. C'est comme un CLSC social plus que médical, là, dans le fond. Oui, oui. Oui, quand tu es amoché puis que la vie n'est pas fine, là, bien, le centre, on a certains petits remèdes puis des outils, puis on essaie de réparer la vie qui n'est pas fine, là, ouais. Puis est-ce que ce centre-là fait partie d'un réseau québécois qui œuvre dans le même domaine ou vous avez comme une signature particulière? Bien, c'est très particulier parce qu'on s'est vraiment élargi et on est subventionné par le CIUS, on est milieu de vie, aide et entraide, mais on a vraiment été plus loin parce que moi, j'ai comme concept puis idée. Si tu veux changer le monde et aider les gens, bien, travaille pas juste sur la conséquence, travaille sur la source. Pourquoi ça va mal? Pourquoi qu'à Noël, tu as besoin d'un panier? Je peux-tu t'aider en amont? Tu sais, aller voir, c'est quoi ta problématique? Fait qu'on a créé beaucoup de services et de projets liés à ça, ouais. Parce que le bien-être d'une personne, c'est très complémentaire. Il y a différents aspects, comme tu dis. Puis là, vous essayez de pallier le plus possible à toutes les petites choses qui pourraient ne pas fonctionner dans la vie d'une personne, d'une famille. Oui, c'est comme, tu sais, Geoffrey, si tu viens chez nous, ouais, c'est mon cellulaire qui fait des totocs. Tu sais, si tu viens chez nous, au centre d'entraide, puis tu es en difficulté, je vais vérifier si tu as des enfants. Si tu es en difficulté, bien, on s'entend que les enfants, ils sont en difficulté. Les frais scolaires, le linge, les effets scolaires. Fait que c'est de dire, globalement, on prend l'individu dans son contexte de vie, pas juste petit bout par petit bout pour travailler en silo. Le communautaire, malheureusement, des fois, a créé des silos. Chacun a sa petite job très pointue d'expertise, puis on questionne pas le voisin d'à côté. Mais on a les mêmes clients, c'est un peu... Des fois, on travaille double. Ouais. Est-ce que vous allez chez les gens aussi, parfois? Non, on sort pas de notre milieu. OK. Vraiment les gens qui viennent à vous... Librement. Puis ça, j'imagine que ça renforce le tissu social à un point qui est comme extrêmement nécessaire parce que je pense que la précarité est de plus en plus forte, je ne sais pas statistiquement ou socialement parlant. Bien, je te dirais que le tissu social est en train de s'égrener. Tu sais, ça se défait. Puis dans les milieux communautaires, qu'est-ce qui est le fun? C'est vraiment la communauté qui se prend en main. On a des volets d'économie sociale. On a plus de 120 bénévoles. Puis c'est merveilleux parce que c'est vraiment de la force brute, là, du bénévolat gratuit. Puis c'est de l'entraide, c'est vraiment cool. C'est grâce à ces 140 bénévoles-là qu'on peut offrir tellement de choses. Mais on n'est pas soutenu par le fédéral ni le provincial. Fait que le communautaire, il faut toujours faire nos preuves. Ils ont l'impression que c'est encore une gang de vieilles bonnes femmes qui militent pour des choses. Mais on n'est plus ça, le communautaire. On a tellement évolué. Oui. Vous agissez sur le terrain, mais c'est encore là d'avoir la reconnaissance qu'on veuille accorder les fonds puis les ressources nécessaires pour voquer à votre vocation, à votre mission. Oui. C'est toujours un combat là, qui est toujours à faire. Oui, bien, dans le communautaire, c'est souvent tu es financé par projet. Fait que tu es toujours en train d'inventer la roue, de trouver un projet pour avoir du financement. Mais un coup que tu as inventé ton projet, il faut que tu le fasses vivre. Fait que c'est fatigant. Tu sais, si on serait subventionné à la mission globale, bien, on pourrait vivre, on pourrait respirer, puis être épanoui parce qu'on est tout de même des organismes autonomes. Donc, on devrait décider de ce qu'on a envie de mettre en place. Mais avec les financements par projet,
ben le gouvernement se décide qu'il y a une année, hey, on aide les Premières Nations. Ben là, tout le monde se pitche ses enveloppes de Premières Nations. Mais à Warwick, j'en ai pas de Premières Nations. Fait que j'ai pas accès à ces... Ou je tricote, puis je me trouve une Première Nation quelque part, puis j'essaie de me trouver. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Fait que tout le monde tire un peu sur la couverte pour avoir des subventions. C'est moche. Puis après ça, il faut honorer pourquoi la bourse a été donnée, mais ce serait pas ça la priorité, dans le fond. Ben non. Mais il faut respecter un peu ce qui a été entendu avec les bailleurs de fonds. Oui, puis c'est niaiseux parce que dans le fond, il faudrait que ça soit intrinsèque, les projets. Tu sais, il faut que ça naisse du milieu. Qu'est-ce qu'il y a besoin du milieu? Y a-tu besoin d'une subvention pour les proches aidants? Ou le tissu, il est super le fun, puis touche pas à ça, ça se fait tout seul, puis il y a besoin d'autre chose. Mais les modes, hein, on est toujours dans les modes avec les subventions, c'est épuisant. Puis là, aussi, vous avez un programme de réinsertion sociale pour les personnes qui ont différents handicaps, problématiques personnelles. Oui, la réinsertion sociale, dans le fond, c'est tout le monde. Tu peux avoir des tickets pas payés, tu peux venir du CRDI, du CEMO. Ça, c'est toute déficience physique ou handicap, mobilité réduite. Puis tu viens faire des travaux ou tu viens essayer de voir est-ce que je peux réintégrer la société, travailler, me positionner. Habituellement, ça marche très bien. Pas toujours, mais au moins, on sème la graine, puis on l'arrose, puis on dit, bien, on est en train de faire quelque chose. Les gens viennent travailler, participer à la concoction de votre fameux gâteau carotte. Oui, c'est ça? on a environ 15 participants par année. Ça joue entre 15 pour environ entre 6 000 et 7 000 heures de travaux compensatoires communautaires. Ouais. Wow! En tout cas, moi, c'est sûr que je vois l'importance que ça a, que la société, le commun du peuple, s'autogère, s'auto-organise via des organismes comme Contact. Pour justement qu'avoir des milieux de vie, des milieux d'entraide, une place où on peut juste ouvrir la porte puis se sentir accueilli, sentir qu'on peut avoir accès à des personnes pour parler, pour discuter de différents enjeux. Oui. Puis qu'il n'y a pas comme une notoriété sociale à préserver, à tenir. Des fois, on va juste arriver là en toute simplicité. Tu sais. Oui, mais c'est ce que le gouvernement doit comprendre, que les organismes autonomes doivent avoir les mains libres, les coups des franges, de dire « Hey, c'est ça dans mon milieu qu'on a besoin. Puis tu pas ça par en haut, ça va pousser par en bas. Ce que le milieu a besoin, ça vient au monde, ça naît tout seul. Fais juste, donne-moi l'argent, puis ça marche. » C'est à peu près ça. Oui. Puis c'est quoi la prochaine étape pour Contact? Là, c'est quoi la prochaine bourse que vous avez demandé? Faire un troisième étage ou un... Non, on veut juste stabiliser tout ce qui est là parce que c'est beau ce qui est là. On a un beau milieu de vie, c'est super le fun. Puis on voudrait du financement récurrent pour arrêter justement d'inventer le monde puis de courir après les enveloppes comme tous les organismes font. Tu sais, à chaque mois de janvier, les fonds sortent, là, tout le monde dit « Hey, il y a un fonds dans telle chose. » Fait que là, on invente des projets. Des fois, c'est farfelu. Puis je trouve ça inutile, c'est dommage. Fait que là, ce qu'on veut, c'est stabiliser ce qui est beau, ce qui fonctionne bien, qui est le centre d'entraide tout court avec du financement récurrent. Oui, c'est ça. J'avais parlé déjà à une autre intervenante aussi qui est dans le milieu communautaire. Ça a l'air d'être quelque chose. Je pense que ça fait un combat de longue haleine depuis plusieurs années. Qu'il y a comme un cri d'alarme, une urgence qui est là à subventionner le communautaire. C'est qu'est-ce qui bloque dans l'échelle pyramidale gouvernementale? Je crois qu'on est la fin du continuum. C'est comme le saumon, il descend la rivière, mais il n'est pas capable de la remonter. Puis s'il la remonte, ça fait mal en crise. C'est vraiment dur de retourner à la source et de dire hey, on est la fin. Tout ce qui ne fonctionne pas dans la société arrive chez nous. Peut-on avoir de l'aide et du soutien? C'est très, très compliqué. On est le cheap labor du CIUS, finalement. Là. Ça coûte pas cher avoir 120 bénévoles, 2-3 intervenants qui n'ont pas de fonds de pension. C'est merveilleux pour le CIUS. Parce qu'avant que les gens aillent en prison ou à l'hôpital pour des troubles mentaux ou pour des crimes, il y a comme c'est comme à vous qui ont accès avant peut-être qu'ils se rendent au bout du rouleau ou qu'ils soient à bout d'une problématique dans leur vie. Puis ces services-là d'hôpitaux ou de pénitenciers sont encore beaucoup plus coûteux. Oui, puis de toute façon, le CIUS, ils nous ont comme référence les organismes sociaux du coin. Le CIUS a nos petites adresses, nos petits numéros de téléphone. Puis tous les clientèles sont dirigées vers les organismes communautaires. Ils restent pas longtemps dans les services du CIUS. Tu sais, 24 heures, une intervenante, un médecin, puis c'est OK, va-t'en là, là, là. Ils nous les envoient systématiquement, mais pas avec les fonds, par contre.
c'est là que le bas blesse. On dit, ben si on a de la clientèle, peut-on avoir la reconnaissance financière pour en prendre soin de cette clientèle-là? Oui, il y a comme quelque chose, c'est comme ça, c'est du communautaire, c'est du social, ils sont corrects, ils ont des bénévoles, ils vont s'arranger. Oui, puis c'est aussi les salaires. Tu sais, aussi, si une intervenante va avoir un meilleur salaire qu'au communautaire, c'est dommage, parce qu'on est toutes, la plupart, c'est diplômés universitaires, on devrait avoir cette reconnaissance-là aussi en salaire pour garder les emplois. Là, c'est la pénurie, tout le monde, c'est l'exode total. On perd tout. Dans le communautaire, est-ce qu'il y a une crise aussi à garder des gens? J'imagine que dans la stabilité des salaires, puis il y a tellement des salaires compétitifs ailleurs que... Ah oui, je te dirais qu'après la pandémie, ce que j'ai réalisé, c'est que la moitié des organismes est en train d'imploser par en dedans. Ça ne marche plus. Les directrices partent, les intervenantes partent. Fait que là, tu dis, c'est dommage, c'est des bons organismes qui sont en train de s'effondrer parce que la structure n'est pas solide financièrement. Puis les gens disent, ben là, je vais aller travailler au CIUS, j'ai un fonds de pension, j'ai un meilleur salaire, je suis désolée, bye. Mais quand 2-3 partent d'un organisme, ben, c'est l'organisme qui dépérit. Oui. Puis c'est ça, c'est comme, faut garder le cœur à la mission, à la vocation, mais je veux pas, des fois, le portefeuille, c'est dur de garder. Dur. Ouais. Très dur. On est toujours obligé d'être dans la revendication, de devenir un petit peu agressif et, tu sais, la solidarité, puis d'aller manifester. Tu fais merde. On est des employés qui travaillent pour la santé mentale des gens, mais on est toujours subi à des contraintes d'aller manifester, d'hurler notre âge. Là, c'est pas sain. Ouais. Tu sais, notre système de santé nous amène vers de quoi de pas sain. Toi, si tu serais ministre du Québec, peut-être un budget illimité, as-tu comme quelque chose que tu mettrais de l'avant, de novateur, de complètement, même c'est peut-être farfelu pour remédier? Ben moi, ça serait, honnêtement, là, ce qui serait super farfelu, ben moi, je mettrais l'école gratuit, mais gratuit complètement. Les lunchs, les crayons, les tablettes, les papiers, tout, gratuit. Va étudier en médecine, en n'importe quoi, tout est complètement gratuit. Ben ça serait totalement gratuit. Ça donnerait un break Il faut éduquer le peuple. Ouais. Plus tu es éduqué, plus tu comprends, plus tu as le sens de la critique. Ça, puis aussi la psychologie de la maternelle. Vulgariser, là. Mais, tu sais, un peu de psycho puis de philo, là. Ouais. Tu sais, apprendre à réfléchir, hein? Apprendre à réfléchir avec le cœur, avec l'être. Que le mot spiritualité sociale soit pas tabou, là, tu sais. Ouais. C'est juste un gros bon sens d'être un être humain sur Terre en société puis d'essayer de faire le meilleur pour ses voisins, Au lieu des ses cours amis. de religion et d'éthique, là. Ça, c'est pas pire, ça. Oui, mais je serais plus dans la psychologie puis dans la philosophie. Je me dis, on n'est pas... Le savoir-être devrait passer par quelque chose de concret et non nécessairement par une pensée religieuse ou spirituelle. Ouais. Tu sais, tout le monde ça devrait être à portée de tout le monde. Je trouve qu'il y a une lacune dans l'éducation citoyenne. C'est comme si... Bien, on se laisse éduquer souvent par la télé, puis c'est aussi autour de la table avec nos parents, avec la famille, à chaque repas, qu'il y a une éducation qui est faite là ou dans le quotidien, tu sais. Mais en termes de mœurs et de valeurs culturelles et sociétales, c'est beaucoup la série, les séries télé, les films, ou les talk shows qu'on voit les gens parler, comment ils pensent, on voit le jet set à la télé, puis là, on se dit, c'est ça qui est dans l'air du temps, tu sais. Puis, tu sais, quand on parle de santé mentale, si moi, je parle à un homme imaginaire et je crois à des choses imaginaires, ben j'ai un trouble de personnalité, sûrement une pathologie. Mais si je crois en Dieu, est-ce que j'ai un trouble de... Est-ce que j'ai une pathologie? Tu me suis, la ligne est mince. Fait que je me dis, pourquoi on n'éduque pas nos jeunes? S'ils choisissent d'avoir une croyance religieuse, puis que ça soit basé sur la foi, tant mieux. Mais au moins qu'il y ait la chance, le discernement, d'avoir aussi l'éducation psychologique, philosophique, de réfléchir, que ce soit pas « je crois parce que je crois ». Je crois parce que j'ai envie de croire, tu sais. Oui, puis qu'on partage cette soif-là de développer la conscience, développer la connaissance, de partager, de parler, de discuter. Puis, parce que je pense que comme de plus en plus certaines paresse intellectuelle avec les écrans, les médias sociaux, qu'on devient
Souvent, les machines prennent beaucoup de place dans les échanges entre les humains. Oui, puis on veut faire partie du groupe. Hein? Si tous nos chums pensent une telle affaire, on va faire pareil. On veut pas être exclus. On est des animaux sociaux, hein? Ouais. Fait que, on pense comme tout le monde, puis même si c'est ridicule, ça va penser à les chemises du roi, là. Je sais pas si tu connais l'histoire. Le roi, il est tout nu, finalement. Puis tout le monde dit, ah, vous avez des beaux habits, les habits du roi. Puis finalement, il y a un petit jeune qui dit, ben le roi est tout nu. Puis là, tout le monde prend conscience, c'est vrai. Mais tout le monde se croyait dans cette histoire-là pour être complaisant, puis croire, puis être dans le moule. Ben, on est un petit peu le même au Québec, un petit peu partout. On veut être complaisant, on veut croire. Mais le jugement, il est où? C'est ça qui manque. Fait que si je serais riche dans les écoles, la philo, la psycho, puis l'école gratuite, mais vraiment gratuit, là. Pas d'avoir à payer des crayons, des trucs, des cahiers, rien, gratuit. Allez à l'école, apprenez, étudiez. Avoir des bons repas bio-organiques, vegan, à la cafétéria, là, ça donnerait un break aux parents, les petites boîtes à lunch. Là, Oui. C'est là qu'on court tellement après notre temps. Oui, puis ça serait de la diversité. Les enfants mangeraient de tout. Ils apprendraient à goûter de tout. Au lieu de juste être dans la bulle des parents, dans le mode de vie des parents, bien, ils s'ouvriraient sur tout. Ça serait merveilleux. On fait ça? Moi, j'embarque, c'est sûr. Là. On fait ça. OK, L'école go. gratuite, go! Ouais, ça va être fun. Donc, me voici en compagnie de Valérie Jutras aujourd'hui. Valérie, tu es la coordonnatrice de l'Association pour l'intégration sociale. Veux-tu nous expliquer un peu c'est quoi la mission de l'organisme? Oui, bien sûr. On vient en aide aux personnes qui ont une déficience intellectuelle et leurs familles, les personnes de tous âges. Donc, on s'assure de faire des activités d'intégration dans la communauté. Puis, ces activités-là, c'est culturel, sportif, travail? Comment que ça se passe? On a de tout. Donc, oui, via les sports ou les arts. Là, exemple, on a une équipe de hockey-ball. On a aussi de la raquette le week-end, hiver. Donc, via ces activités-là, on souhaite intégrer les gens dans la communauté. Puis, on va voir aussi, bien sûr, des spectacles au Carré 150. Puis, vous les accompagnez dans ces sorties-là, vous les planifiez, vous les organisez? Oui, exactement. Donc, on planifie, on organise des activités pour vraiment s'assurer d'une belle intégration pour les personnes parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de préjugés qui circulent. C'est ça, c'est de leur donner leur juste place, qu'ils se sentent intégrés dans la communauté, valorisés, puis qui sentent que ça fait un sens aussi, qu'ils soient parmi nous, qu'ils ne soient pas toujours ostracisés d'une certaine Exactement, façon. qu'ils soient considérés à part entière comme des citoyens, comme n'importe quel autre citoyen en fait. Puis vous avez eu une belle histoire à succès dernièrement. Vous avez gagné un prix, une bourse des jardins. Veux-tu nous expliquer un peu de quoi ce projet-là va avoir l'air? Oui, en fait, on est chanceux parce que c'est le programme Projet d'ici des Caisses des Jardins qui remettent un montant total de 100 000 à 4 organismes de la communauté. Et pour notre part, on a gagné 25 000 pour ouvrir un café où on souhaite que les personnes qui ont une déficience intellectuelle soient les employés de A à Z. Donc, que ce soit eux qui gèrent le tout, la préparation, la concoction du café. Exact. OK, le service aux tables. Exactement. Donc, l'expérience client va vraiment être... vous allez commander à une personne qui a une déficience intellectuelle, vous allez être servi par une autre personne, puis même desservi vos tables et tout ça. Donc, on va vraiment s'assurer d'utiliser le potentiel de toutes nos personnes qui vont travailler. Est-ce que ça, c'est un projet que vous êtes inspiré d'ailleurs ou c'est que la première fois, peut-être dans ce monde, qu'il y aura un petit café comme ça qui est autogéré en partie par les personnes avec une déficience? Ou... On aurait aimé être les premiers à y penser, mais il y a Patricia Paquin avec son fils Benjamin qui est autiste, qui ont ouvert un café à Montréal, chez Cheval, OK. donc qui utilise le même principe. C'est juste que nous, on va l'implanter ici, sur le territoire de Victoriaville.
Puis c'est quoi les belles réussites au fil du temps que tu as vues avec les membres? En fait, c'est ça, tu me parles de membres. Oui. C'est pas souvent dans le milieu du handicap, on parle les usagers dans les CRDI puis tout ça, mais vous êtes un système de membres. Oui, c'est ça exactement, parce que les gens vont payer leur cotisation annuelle pour avoir de nos services. Donc, oui, et là, j'ai échappé ta question. Je demandais en fait, ce système-là de membres, vous êtes rendu peut-être à... Tu me dis qu'il y avait 200 membres, mais il y en a moins qu'avant. Donc, il y a quelque chose pendant la pandémie qui s'est placé, qui est un peu arrivé, qui a fait en sorte qu'il y a eu une diminution des personnes qui ont besoin de vos services, c'est ça? Oui, exactement. Pendant la pandémie, on a beaucoup de personnes qui ont perdu des habiletés qu'ils avaient l'habitude d'utiliser, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en déficience intellectuelle, la personne, quand elle développe ses habiletés, si elle les utilise à tous les jours, elle va continuer de s'en rappeler. Par contre, si c'est pas utilisé, comme exemple la lecture, bien là, à ce moment-là, les personnes vont perdre beaucoup de leur autonomie, de leur capacité. Puis vous avez remarqué justement que ces années-là où il y avait un peu confinement, le manque de stimulation, le manque d'activité sociale, psychoéducative, ça n'a pas facilité une meilleure réintégration après. Là. Ça a comme stigmatisé un peu. Ça a été difficile de reprendre, je te dirais. Parce que c'est ça, en fait, nos personnes, bien sûr, il y en a beaucoup qui sont décédées, malheureusement. Mais vraiment, au niveau de l'autonomie, beaucoup de personnes en ont perdu. C'est combien de fois par semaine que vous êtes là à proposer des activités pour les intégrer, pour les stimuler, les motiver? On est là 5 jours semaine. Du lundi au vendredi, on a des activités le soir et parfois le week-end. Donc, selon la programmation qui est offerte, là, il arrive aussi que le week-end, on a des activités. Fait que ils peuvent avoir des semaines assez chargées, oui, là. Exact. Exactement. Puis j'imagine qu'il y a encore là ce sentiment-là d'appartenance à un groupe, à un lieu, à un projet qui doit leur faire du bien aussi. Oh oui, totalement. De retrouver, en fait, là, on s'entend que le tissu social en déficience intellectuelle est petit, dans ce sens où quand on a une déficience intellectuelle, on devient ami avec d'autres personnes qui ont une déficience intellectuelle, parce que même si on essaie d'être intégré dans la communauté, je pense que comme société, on n'est pas encore rendu là à avoir dans notre entourage proche une personne qui a une déficience intellectuelle. Mais donc c'est ça, effectivement, ils retrouvent des amis avec qui ils n'ont pas nécessairement la chance de discuter autre que dans nos activités, en fait, là. Donc, c'est pas donné à tous nos membres d'appeler leurs amis la fin de semaine. « Hey, viens prendre un café. » Ça fonctionne pas comme ça. Puis c'est quoi chez les parents? Est-ce qu'ils vous témoignent d'une forme de gratitude? Ils ont vu des changements s'opérer à la maison au quotidien? Est-ce qu'ils vous partagent un peu leur expérience de quelle différence ça peut faire pour leurs frères, leurs sœurs, en fait, les membres pour qu'ils accompagnent via votre organisme? Quelle différence ça fait dans leur quotidien? Ah, ben oui, totalement. Les parents, c'est sûr qu'ils sont reconnaissants dans la mesure où, c'est ça, les gens, ils voient leur enfant socialiser avec d'autres, revenir à la maison avec plein de choses à dire parce qu'ils ont fait une activité avec nous. Mais c'est sûr que les parents aussi sont reconnaissants parce que ça leur donne un petit moment de répit, un moment pour penser à eux. Donc, c'est sûr que c'est le retour à la normale et que bienvenue dans notre cas. Puis, en fait, veux-tu me parler un peu des tabous et des préjugés que souvent les gens ont qu'on peut avoir envers les personnes qui ont une déficience, puis qu'est-ce que vous constatez, puis que c'est pas tout à fait comme qu'on penserait que ce serait? Oui, très bonne question. C'est sûr qu'on a beaucoup le préjugé qui circule comme quoi les personnes qui ont une déficience intellectuelle
sont faciles à infantiliser. On va souvent parler d'âge mental dans la communauté, alors que c'est pas le cas. Une personne de 30 ans, son corps a 30 ans, sa tête a 30 ans. Moi, je préfère parler d'immaturité comportementale, parce que oui, ça arrive qu'on a des participants, des membres qui vont aimer des films pour enfants, exemple, mais au niveau des relations avec les autres, elles sont dans leur corps de 30 ans. Puis les valeurs que tu vois souvent, est-ce qu'ils, naturellement, ils ont une mentalité ou un cœur qui est comme ouvert à l'inconnu, qui veut le respect, le partage, la coopération? Sens-tu que, naturellement, il y a comme cet élan-là humaniste à l'intérieur? Ah, ben ça, oui, par contre, même si, comme je le disais, là, il y a peut-être un préjugé favorable pour elles dans le sens où elles sont attachantes, mais oui, c'est des personnes qui ne te jugeront pas sur ton apparence, qui vont vraiment t'accueillir comme tu es, sans aucun... comment je pourrais dire ça? Sans aucun standard, en fait. Ouais. Ouais, tu peux vraiment être qui tu es avec une personne qui a une déficience intellectuelle. En tout cas, Valérie, je veux juste te souhaiter belle continuité avec l'organisme de l'Association d'intégration sociale des Bois-Francs. Merci. Puis, longue vie au projet que vous mettez de l'avant. Oui! Donc là, c'est ce café-là que vous voulez ou qui va ouvrir prochainement. Vous n'avez pas encore de date. On là. espère vraiment pour l'hiver 2023. L'hiver Vraiment, 2023. on travaille fort pour ça. Là, on va avoir latte, expresso, un petit chai. Ça va avoir du chai ici? On va avoir du café filtre, comme ça, les personnes ayant une déficience intellectuelle savent le faire. Ça va être le meilleur en ville, ça, c'est sûr. C'est parfait. Est-ce que vous avez déjà un nom aussi? Le Rita Café, Le Rita Café, le café de la communauté. parce qu'on est à la place Rita Saint-Pierre. Oui, Ici. puis on trouvait en fait que Rita, c'était porteur de quelque chose de très impliqué dans la communauté, puis que tout le monde était bienvenu, en fait. Donc, le Rita Café, l'ouverture à l'hiver 2023, on l'espère. On l'espère. À bientôt. Merci beaucoup. Pourquoi je regarde la TVCBF? Parce qu'on nous parle de la culture et l'identité des Bois-Francs. Par segment de 15 ou 30 minutes. Parce qu'on nous parle de Victo, de Warwick et même Notre-Dame-de-Anne. Et pour les émissions, je peux les regarder en ligne. Au moment qui me convienne le mieux. La TVCBF, c'est une télévision En constante évolution. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Pour nous Et par nous.